climatiques ou des sols et ainsi de suite. Et deuxièmement, le deuxième point important, c'est qu'une variété elle est capable de se produire d'elle-même uniquement par la semence. Il faut savoir que botaniquement, tout ce qui n'est pas reproduit par semence, ça s'appelle un clone, quelle que soit la forme, OGM, hybride, voilà, greffe, marquetage, tout ça c'est du clone. Alors la différence entre un clone et une variété, c'est qu'un clone, il va pas acquérir d'expérience qu'il va partager à la génération suivante. C'est uniquement la semence qui répertorie les informations de la génération. C'est pour ça que tout le reste s'appelle un clone. Ok. Voilà. Et vous avez mentionné le fait de F1, mais je pense que beaucoup de gens les gens qui assistent ne savent pas ce que c'est qu'un F1. Est-ce que vous pourriez préciser ce Un F1, c'est fait, c'est pas bidouillé génétiquement, normalement, hein, parce que maintenant on trouve des trucs dans les F1. Il y en a qui sont même pas des F1. Mais le principe de la F1, c'est de consanguinité, de, de rendre consanguine une variété pour qu'elle puisse être ce qu'ils appellent homogène, c'est-à-dire que tous les fruits soient pareils. Voilà, si vous avez une tomate F1, tous les fruits sont de la même taille, de la même grosseur, même couleur, et ainsi de suite. Parce que Ok, simplement, parce que c'est des clones. d'accord. C'est consanguin, c'est consanguin, et du coup, c'est reproduit artificiellement, mais de façon pas avec des modifications génétiques, hein. Mais c'est quand même artificiel. Du coup, c'est un clone. Il n'y a pas de transmission de la génétique. D'accord. Et donc, en fait, les F1 ont été créés pour, entre guillemets, assurer une production industrielle et homogène. Mais le Ouais. problème, c'est que ça pose des problèmes par rapport à la résilience de la variété, c'est ça? Parce Oui, parce qu'elle ne qu'en va fait, pas pouvoir s'adapter au changement. ben non, il n'y a pas d'adaptation du tout. Donc, voilà, une variété de tomates, une hybride des fins de tomates, maintenant, à part les premières qui étaient faites c'était moins draconien, mais celles qui font maintenant durée de vie 10 ans. Parce que c'est tellement reproduit que le clone, de toute façon, il est voué à la mort. Puisqu'il y a une perte génétique à chaque transmission, en fait. Il ne transmet pas intégralement, indéfiniment, ce qu'il a. Et du coup, à chaque transfert, à chaque reproduction artificielle, il y a une perte génétique. Ok, Donc intéressant. non seulement, voilà, non seulement il n'y a pas d'adaptation, non seulement il n'y a pas d'adaptation, mais il y a une perte génétique à chaque transfert. Et les F1, ça représente combien de pourcents du marché de la semence? Alors, c'est différent par rapport à certaines espèces, mais en tomate, c'est très gros. Je dirais. De toute façon, il y a déjà 80% des tomates françaises qui sont hors sol, donc il y a déjà 80% de F1, c'est clair. Ok. Donc, en gros, la majorité de ce qu'on peut trouver dans le commerce, dans toutes les structures conventionnelles, on va dire, gamme vert, dans les jardineries, tout ça, en gros, c'est du F1, c'est ça? Il y a beaucoup de F1. Après, si c'est pas normalement, c'est marqué F1. Ok. Et vous, par exemple, vos semences, vous les vendez en direct à la ferme, mais où est-ce que les gens qui n'habitent pas en Bourgogne peuvent se procurer des semences qui ne soient pas F1? Bon, bah, il commence à y avoir de plus en plus de groupements paysans qui font de la semence maintenant, hein, ça se développe. Donc nous, là, il y a déjà un projet qui se développe en Franche-Comté et qui va mettre les semences dans toutes les biocopes. Ok, d'accord. Et là, en Ouais. ligne, moi, je redirige les gens souvent vers AgroSemences. Vous, vous vendez une partie de vos semences, vous les vendez à AgroSemences, c'est ça? Oui, on est le premier producteur d'agrosemences. Ok, super. Et qu'est-ce que vous faites comme semences sur votre terrain? Oh, bah, ça dépend des années. Cette Vous année, avez on a combien de variétés? en variété, oh, bah, entre 150 et 200, je pense. On a déjà pas mal de tomates, hein. Parce que nous, on réintroduit chez AgroSemences, qui nous a demandé depuis longtemps si on voulait le fournir, parce que lui, il veut réintroduire des variétés non F1, justement. Ok, Donc, il y a beaucoup de variétés non F1 maintenant qui viennent de chez nous. très bien. Il y a Marine Lo en ligne qui vous demande quelle est la différence entre la différence dans les semences qu'il y a entre AgroSemences et Cocopelli. Enfin, au départ, AgroSemences, il était uniquement sur les professionnels. Mhm. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur les mêmes volumes. Après, c'est une société commerciale, mais qui a toujours fait que du bio, 100% bio, et qui vend sous l'appellation pas seulement AB, mais c'est ou biocohérence ou biodynamie.
D'accord. Voilà. Autrement, moi, j'ai Et, travaillé, j'étais fournisseur de cocopelli avant. qu'est-ce qui vous a fait bouger vers AgroSemences? Bon, c'était plutôt, on a eu quelques problèmes de personnes avec Cocopelli. Et puis, du coup, voilà, on n'est plus à Cocopelli depuis 2013, je crois. Ok. Il y a une question très intéressante de San Sorrentino qui demande si est-ce qu'il y a des différences nutritives entre une F1 et une variété paysanne? Bah, ça, je suis pas spécialiste, mais moi, personnellement, je dirais oui, sans problème. Parce que le problème des F1, c'est que, par exemple, les tomates, il y a un gène de conservation, ce qui la rend insipide. Si elle est insipide, c'est qu'elle lui manque des éléments, forcément. Hmm. Ok. Ah oui, en gros, ce que vous dites, c'est qu'en gros, les F1 sont calibrés pour la grande distribution et la production industrielle, hein, et que donc, Voilà, et puis, de fait, voilà, et puis- c'est des choses qui marchent avec des tuteurs, des insecticides, des engrais, et que sans ça, en gros, ça ne vaut pas grand-chose. oui, et puis le fait que ce soit des clones aussi, c'est beaucoup moins riche qu'une variété normale, c'est clair. Hein, puisque si on consanguine, on a tous les mêmes éléments, du coup, il n'y a plus de diversité. Voilà, c'est du clone. Hein, ouais. Très bien. Et vous êtes au-delà de produire des semences, vous vous êtes engagé dans des associations justement parce que aujourd'hui, peut-être les gens en ligne l'ont vu, mais il y a aussi un problème de disparition des variétés anciennes. Et vous avez été président d'une association, je crois, non? Oui, bah, j'avais monté une petite association qui maintenant s'oriente plus vers l'autoproduction entre petits particuliers, mais je fais toujours partie de l'association. Et maintenant, je suis plus tourné vers le côté professionnel, puisqu'on a monté en Bourgogne, en Franche-Comté déjà un groupe de paysans qui autoproduisent ces semences et qui va commercialiser maintenant dans les biocopes aussi leurs propres semences. Et Super. on est en train de faire la même chose en Bourgogne. Très bien. Et il y a une question qui est intéressante, c'est que donc vous, depuis, vous faites des semences, mais là, suite à la crise du Covid, il y a de nombreux maraîchers locaux qui seront un peu débordés par la demande. Oui, Et vous envisagez là en ce moment de vous de commencer du coup carrément à vendre des paniers de fruits et légumes, puisqu'il y a un surcroît de demande, c'est ça? oui, oui, il y a beaucoup de demandes et tous les collègues sont surbookés. Ici, chez Karine, avec l'élevage cochon, c'est pareil. Voilà, l'auberge, c'est une ferme auberge, donc la ferme auberge est fermée, évidemment. Et du coup, en fait, la vente de cochons, la vente de semences devrait compenser dans la deuxième semestre de cette année, compenser les pertes de l'auberge. Voilà. Ok. Donc ça c'est aussi c'est pour ça que j'avais très à cœur aussi de vous interviewer monsieur, c'est parce que là c'est intéressant, c'est que du coup vous faites des semences, vous vous êtes un peu là suite à l'accroissement de la demande, vous êtes mis un peu au maraîchage, même si vous en faisiez avant, vous aviez une AMAP, c'est ça? Bon, Oui, oui, moi j'avais une AMAP dans le temps à Brune. Mais ok. après, normalement, je suis retraité. Hein. Enfin, j'ai gardé encore un peu d'activité officiellement, mais je suis quand même retraité. Et c'est mes enfants qui ont repris. Donc voilà, c'est Karine, une de mes filles, qui est à la ferme Auberge, ici où je suis. Mais j'ai deux de mes enfants qui font aussi des légumes et des paniers à Beaune. Ok. Et on en avait un peu parlé de vive voix, mais pour vous, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a plein d'agriculteurs qui se mettent à la vente directe, mais en mode drive, c'est-à-dire que les gens viennent et ils prennent que ce qu'ils veulent. Et vous, vous dites que c'est important pour aider les petits producteurs qu'on continue à faire ce système de panier et de précommande. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer la différence entre un drive tout bête et une AMAP? Bah, à une drive, c'est difficile de vendre tout parce que les gens vont prendre ce qu'ils ont envie. Alors que le principe des paniers dans les AMAP, voilà, on fait un panier avec ce qu'on a. Donc pour nous, c'est une grosse différence, quoi. Et là, les drives sont développés, bah, c'est parce que normalement, on n'avait pas le droit de faire autre chose pour vendre, puisque normalement, on devait fournir que sur commande. Là, il faut voir aussi qu'il y a deux poids, deux mesures. Les grandes surfaces ont le droit d'ouvrir, que les gens se servent, touchent la marchandise. Et nous, paysans, on n'a pas le droit, même pas de les laisser servir. On n'a pas le droit de les laisser servir, on n'a même pas le droit de les servir. On doit leur faire leur commande avant qu'ils arrivent. Donc, ce Hmm, n'est pas la même loi pour tout le monde. ok.
Et donc, ce qui est intéressant aussi, donc, ça, je profite pour répondre à une question. Il y a des gens qui demandaient si vous vendiez de la vente directe de semences aux particuliers. Je peux déjà dire que oui, ils font des ventes de plants et de semences en direct aux particuliers. Vous les vendez à la ferme, mais vous faites aussi les marchés. Vous vendiez des marchés sur des plants sur les marchés. Nous, c'est mes enfants qui font le marché de Beaune. Autrement, ils vendent directement à la ferme. Ils sont dans Beaune, hein, de toute façon, donc c'est pas un Mm. problème. Et puis ici, nous, on faisait des petites foires aux alentours, pas très loin. Mais bon, cette année, on n'en a pas fait. Mais du coup, il y a eu assez de publicité pour qu'on vende. On a vendu plus de plants cette année sans faire les foires que l'an dernier en faisant des foires. Donc là, ce que vous avez pu constater, c'est que les gens se sentant, alors peut-être par solidarité avec vous, se disent, bah, il y a un regain de gens qui sont allés directement vous acheter à la ferme, quoi. Bah oui, d'autant plus que c'était des foires qui n'étaient pas très loin. Donc les gens nous connaissent, ils ont téléphoné, ils ont passé commande, ils sont venus chercher les commandes ici. Ok. Et Hmm. il y a un autre point du coup qui est intéressant, qui montre aussi que, en fait, vous êtes un peu presque dans un modèle d'agriculture familiale, polyculture, parce que Oui. donc là, on a parlé des semences, on a parlé de l'activité de maraîchage, et vous aviez une ferme auberge. Je pense que pas beaucoup de gens savent exactement ce que c'est qu'une ferme auberge. Est-ce que vous pourriez expliquer? Bah, une ferme auberge, c'est voilà, c'est typiquement agricole. Et de ce fait, on a un quota de production minimum à mettre dans l'auberge. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit d'acheter tout ailleurs. Donc en gros, ce que vous cuisinez, c'est les choses que vous Voilà, cultivez vous-même, en gros, quoi. voilà. Après, on va acheter de l'huile, des bricoles qu'on ne peut pas faire ici, hein, mais nous, on faisait les légumes et la viande, c'est produit sur place. Ok. Et bah du coup là, ça m'amène du coup à la. Et cette activité là en ce moment, elle est en suspens. Comment ça se passe vous pour Ah Est-ce bah que vous avez une date de réouverture? non, pas du tout. Pas Donc du vous tout, savez. parce que nous, en plus, ils travaillaient beaucoup avec des groupes, parce que c'est éloigné, les gens ne connaissent pas forcément, et puis on ne peut pas être là à attendre le client, hein, comme on est paysans avant tout, hein. Du coup, c'est sur réservation au moins 2 jours avant, ou des fois un jour avant s'il y a déjà du monde qui vient. Mais voilà, s'il n'y a pas de réservation, ils n'ouvraient pas. Donc c'est Ok. assez compliqué, en fait, une ferme auberge. Il y en a beaucoup en Alsace, parce qu'en Alsace, c'est beaucoup plus souple. Ils ont le droit d'avoir plus de produits extérieurs. Ok. Il Mm. y a une question de la part de Agnès qui dit est-ce que depuis la crise, vous vous êtes fait démarcher par des supermarchés pour vendre vos produits? J'ai entendu ça aussi, que les supermarchés, ils essayent de convaincre les petits agriculteurs de vendre chez eux. On n'a eu aucun contact, nous. Ils vous ont pas contacté? Non, non, non. Ok. Alors, il y a Anne qui demande aussi, bonjour, je suis arrivé un peu en retard. Est-ce que vous avez expliqué ce que c'est que des variétés greffées? Bah, la greffe, c'est qu'il y a une plante porteuse. Par exemple, quand vous achetez des plants greffés de tomates, c'est greffé sur de l'aubergine, parce que l'enracinement est plus solide. Et ils avaient des problèmes avec un virus sur leur plan hybride, justement, parce que nous, on n'a jamais eu, hein. Moi, je fais des tomates, je suis spécialiste quand même dans la tomate. J'ai 600 variétés en collection, hein, depuis, depuis des années, des dizaines d'années. Donc, eux, par contre, ils avaient une grosse faiblesse sur leur clone, sur leur IF1, et ils ont trouvé la solution de greffer pour éviter ce problème. Ok, Donc, donc pour moi, la greffe, pour nous, la greffe, c'est pas intéressant. Et puis, la greffe, il faut se méfier parce qu'il faut savoir sur quoi on greffe et ce qu'on greffe. Il y a beaucoup l'arboriculture est pas mal en danger au niveau sanitaire parce qu'ils greffent, donc c'est du clonage, hein, et les clones commencent à faiblir. Puisque dans le temps, les moines, quand ils faisaient des greffes, les moines, c'est eux qui ont mis ça en place, mais ils avaient quand même des vergers de francs de blé, c'était produit par semence, et celui qui les intéressait, il prenait les greffes dessus. Mais il greffait pas, il prenait pas des greffes sur des qui étaient déjà greffés. Parce que chaque fois qu'on prend une greffe sur un greffé, il y a une perte génétique. Donc non seulement il n'y a pas d'adaptation, mais en plus il y a une perte, comme je l'ai dit tout à l'heure. ok. Voilà. Super, bah merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, merci Anne pour la question. Tiens, il y a Léa qui pose la question, elle voudrait savoir comment on fait pour monter un réseau de distribution de graines anciennes. Bon, ça, c'est une vaste question. Vous avez fait Bah, comment, vous?
Ah bah, nous, bah, comme on faisait des semences depuis longtemps pour Agrossemences, Cocopelli, ça fait déjà un moment qu'on nous demandait de vendre des semences directement. Donc voilà, on a commencé à l'automne dernier et ça a pris des proportions qu'on n'aurait même pas imaginées. Personnellement, je savais que ça allait marcher, mais à ce point-là, j'aurais jamais imaginé ça. Et la question par rapport à ces semences, c'est qu'aujourd'hui, donc vous vendez les semences, vous les vendez à des particuliers, à des professionnels. Est-ce que vous n'êtes pas embêté par le GNIS ou par des organismes qui voudraient empêcher justement la diffusion de ces semences anciennes? Bah, en fait, pour l'instant, on a le droit de vendre aux particuliers maintenant, hein, par rapport à l'Europe. Et par rapport aux professionnels, eh ben, depuis le procès Cocopelli, le GNIS s'est fait tout petit et il a embêté personne depuis cette affaire. Là, on Ok. peut remercier Dominique Guillet de Cocopelli. Je sais qu'il y en a qui lui cassent un peu de sucre de l'eau, mais moi, ça ne sera pas le cas parce que c'est quand même lui qui a sauvé la semence en France et pas que. Ok. Donc, juste pour petite info, le GNI, ça veut dire Groupement National de l'interprofessionnel des semenciers, quelque chose comme ça. Ouais, Et interprofessionnel des semences, ouais. des semences, c'est un organisme qui a été créé, je crois, sous Vichy, sous le régime de Vichy, Oui, 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 c'est Pétain, et, oui, 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 oui. et qui visait entre guillemets, à rationaliser, à homogénéiser un peu la production de semences, et en inscrivant, en fait, pour avoir le droit d'être vendu, les semences devaient correspondre à un certain nombre de critères, mais uniquement des critères industriels d'homogénéité, Voilà, voilà. aucun critère par rapport sur le goût, sur la nutrition. Il fallait juste que Non, les fruits soient toujours la même taille, qu'ils grandissent toujours voilà. avec le même truc. Et que Et la variété, dans le temps, elle ne change pas. hmm, C'est stabilité, ça s'appelle. ouais, c'est ça, Donc, trois donc critères. trois critères qui sont contre la vie, en fait. Parce que homogène, ça veut dire consanguinité, et stabilité, ça veut dire que ça ne doit pas évoluer. Pour être Euh, simple, en quelques mots. Voilà. Et oui, et alors du coup, c'est le lobby. Il y a quelqu'un qui pose la question si c'est lié à des lobbies Monsanto et compagnie. Ben oui, le GNIS, c'est Ah oui, globalement, il est censé y avoir plein de professionnels, mais je vous laisse peut-être expliquer. bah, ils ont plein de professionnels, mais les professionnels, voilà, ça va être Close, ça va être Thésée, mais c'est tout racheté par William Grain ou Monsanto ou quelqu'un d'autre. Syngenta, c'est tous les mêmes groupes, en fait. Donc, ils tiennent tous les postes. Et puis, personnellement, j'ai été au GNIS, pas cette année, c'était l'an dernier, au Salon de l'Agriculture. J'avais une réunion avec eux où je leur expliquais que moi, voilà, l'inscription et puis en plus les normes sanitaires, c'était tout simplement pas possible pour les variétés naturelles. Oui. Donc en gros, ce que vous dites, c'est que pour des petits paysans semenciers comme vous, les espèces de normes qu'il faut remplir pour inscrire ces graines au catalogue sont trop compliquées, en gros. Non, elles ne sont pas compliquées, mais elles sont mortifères. Elles ne sont pas compliquées, hein, c'est pas dur. Hein. D'inscrire une variété. Moi, ils voulaient me les inscrire, les miennes, parce qu'ils m'ont déjà contacté. Ils voulaient me les inscrire gratuitement. Sauf qu'après, bah, on est géré par eux. Et que nos variétés, elles n'auront plus le droit d'évoluer, de se modifier, en fait, d'être dans l'air du temps, quoi. Et puis en plus, moi je leur ai dit, mais le sanitaire, qui c'est qui fait? Il y a des listes rouges de toxiques au niveau bactérien et virus qui sont dangereux pour leurs clones, mais pas pour nos variétés à nous. Et du coup, Hmm. après, ils nous interdisent la vente de nos variétés. On a eu le cas, hein, Karine, ma fille, et puis mes enfants à Beaune, et d'autres collègues qui font de la semence ou Rago, ont eu des variétés de tomates bloquées depuis 4-5 ans maintenant. On a systématiquement des variétés bloquées à la vente, au niveau des semences, hein, je parle. Parce que Ok. soit il y a la bactérie machin, le virus machin, et voilà, c'est dangereux pour les cultures de synthèse, et notamment les cultures hors sol. Ok. Très intéressant. Je pose une question. Du coup, là, on est dans le cadre d'un programme où on est plusieurs centaines à suivre un petit programme d'une semaine pour regarder comment on peut aider une agriculture plus juste et durable, même si on n'a pas tout le temps le droit de sortir de chez nous. Qu'est-ce que nous, entre guillemets, particuliers, parfois urbains, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le développement d'une agriculture juste et durable, monsieur? Bah, déjà, l'achat direct aux paysans, c'est une super aide parce que là, on court-circuite les intermédiaires. Du coup,
Les prix sont pas si énormes que ça. Je vois en maraîchage, on est moins cher souvent que les grandes surfaces. Parce que les grandes surfaces, ils ont vite fait, hein. Moi, je vois des fois, je regarde souvent les tomates, puis c'est le bon exemple, hein. Ils sont capables de vendre une tomate à 1 € ou 1,20 € le kilo. Mais par contre, si vous voulez une cœur de bœuf, ça va être 4,90 ou c'est n'importe quel prix, c'est hors de prix, quoi. Et ils mettent souvent en avant des variétés soi-disant nouvelles qui sont les mêmes clones, qui ont le même goût. Ils en profitent pour vendre ça à une fortune. Alors que nous, on vend toutes nos tomates le même prix. Hmm. Et toute la saison, on le vend le même prix. Ok. Oui, parce que là, la crise du Covid, j'ai vu que dans les supermarchés, notamment, les prix des légumes avaient fortement augmenté. Ah oui, pourtant, ils ont baissé la production, hein. Hmm. Ok, ok. Donc ça, c'est un premier truc qu'on peut faire, c'est acheter directement à des agriculteurs, à des fermiers, Ah bah parce oui, que ça évite d'avoir les intermédiaires et notamment les supermarchés. ah oui. Est-ce que... Oui, oui. Oui, non, non, mais je suis d'accord. Ah bah, c'est vous qui le dites, hein, Et est-ce qu'il y a d'autres choses que nous, en tant que particuliers, que consommateurs, on peut faire? Euh, Par exemple, vous êtes une famille, donc vous vous êtes installé, vous avez peut-être est-ce que vos enfants ont eu des difficultés, par exemple, pour accéder à du foncier? Est-ce que le fait qu'on aille peut-être rejoindre une association comme Terre de Liens, peut faire nous pour... Ah bah, Terre de Liens, moi, je les connais bien. Ils font du bon travail, hein. Après, pour ce qui est de mes enfants, bah, moi, les deux qui sont à Beaune, ils ont repris des terres familiales, donc il n'y a pas de souci. Et Karine, ici, bah, c'est un ami et moi qui avait la ferme où elle est. Et du coup, on n'a pas eu de souci pour reprendre. On n'est pas passé Est-ce par la que, SAFER. Donc, ok, est-ce que vous pouvez expliquer un peu du coup comment ça se passe normalement? Parce qu'il y a un chiffre qui a surpris beaucoup de gens, c'est qu'en fait, je crois qu'il y a plus de 50% des agriculteurs qui ont plus de 50 ans et que du coup, il va y avoir pas mal d'exploitations à reprendre dans les prochaines années. Et il paraît qu'il y a beaucoup de jeunes urbains qui voudraient s'installer mais qui n'y arrivent pas. Est-ce que vous pourriez un peu parler de ce que c'est que justement la SAFER, le Terre de Liens? ah bah, la SAFER, c'est différent Terre de Liens. La SAFER, c'est agricole, hein, Rien à voir, mais oui, oui, ça n'a rien à voir. Après, Terre de Liens, c'est des financements, hein. Bon, maintenant, ils ont une bonne assise et ils peuvent voilà, faire face des fois comme ils peuvent à la SAFER, hein. Puis ils ont le soutien des agrobio et tout ça, il n'y a pas de souci. mais Après, peut-être, est-ce que vous pouvez expliquer d'abord ce que c'est que ce que la SAFER et peut-être les difficultés d'installation que peuvent avoir des jeunes agriculteurs? ben, le problème de l'installation de nouveaux agriculteurs, c'est que comme les prix agricoles baissent depuis des années, la seule solution qu'il y a eu et qui est encouragée, c'est que les exploitations s'agrandissent. Et du coup, c'est ce qui freine l'installation, en fait, hein. C'est qu'on a des fermes de plus en plus grosses, et du coup, de moins en moins d'agriculteurs, hein. C'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis l'après-guerre, hein. C'est comme ça. Mais ça s'arrête pas, ça continue, quoi. Et donc, ça implique que les exploitations deviennent de plus en plus grandes et donc potentiellement, Bah, on quitte un bah peu oui, l'agriculture familiale. ouais, mais c'est très politique, hein, parce que plus elles sont grosses, plus elles sont dépendantes du système, plus il leur faudra de matériel, plus il leur faudra de produits, parce que si on a des grandes surfaces, pour les faire en bio, c'est plus compliqué. Donc maintenant, ils ont quand même fait des machines pour biner tout ça ultra moderne avec caméra et tout, mais c'est des trucs qui coûtent une fortune. Donc c'est fait que pour des grosses exploitations, mais ça va aussi déstabiliser tous les petits comme nous, quoi. Hmm. Donc nous, ce qu'on craint pour l'instant au niveau des agrobios, c'est qu'on fasse un copier-coller du système conventionnel en bio. Hmm. Donc ça, c'est un des risques, en fait, c'est d'industrialiser le bio, quoi, en gros, ce que vous dites C'est pour ce les qui se prochaines passe, hein, années. c'est ce qui se passe. Ouais. Et Et puis c'est là, en ça. plus, bon, l'État français a réduit de façon drastique quand même les aides à la conversion, hein, puisqu'avant elles étaient sur des fermes entières, on avait droit à tant de l'hectare, et maintenant c'est plafonné. Donc du coup, voilà, les fermes qui sont moyennes, sans être grosses, hein, ben, elles peuvent pas se convertir tout de suite d'un seul coup en bio, donc c'est un petit bout, ce qui est pas normal. Et après, une femme qui fait du bio, du pas bio, bon, c'est quand même pas très net, hein. Mais ça, c'est de la politique. Et en plus, notre région, nous ici en Bourgogne, a supprimé l'aide au maintien. C'est-à-dire qu'il y avait une aide de 5 ans
pour que les gens puissent se réadapter, refassent un marché voilà, pour commercialiser et tout. Mais du coup, ça s'est supprimé en Bourgogne. Parce que maintenant, c'est les régions qui décident. Ok. Et là, mais du coup, c'est intéressant de voir en fait que en tant que citoyen, donc on est certes des consommateurs et on peut soutenir en achetant mieux, mais aussi à travers on peut envoyer des courriers à la région, au département. Est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen pour justement essayer Ah, d'influer parce sur la politique? oui, oui, ça peut être une solution d'envoyer des lettres à la région, hein, parce que la région Bourgogne, enfin, c'est ceux qui sont bourguignons, il n'y a pas que nous, hein, il n'y a pas que la Bourgogne, hein. Mais il y a des régions qui ont choisi eux, de faire même mieux, et puis bah, ici, c'est carrément supprimé, quoi. Donc il y a des lettres qui ont déjà été faites au niveau professionnel à la présidente de région, mais bon, il n'y a eu aucun retour. Allô? Signifie forcément que les semences utilisées. Oui, vous m'entendez? Oui, j'ai eu un Ok, trou. super. C'est pas grave. Est-ce que le label bio signifie forcément que les semences utilisées sont des semences paysannes? Je me pose souvent la question avec les tomates bio qui n'ont pas toujours de goût, même à la bonne saison. Bah, ah non, non, moi j'étais un des premiers à vouloir interdire les F1 en bio, mais j'ai pas été suivi au niveau des instances bio. Oui, Et donc là, la réponse est non, hein. On peut être là, bio, mais être des variétés F1, quoi. ouais, ouais, ouais. Et là, c'est dangereux parce que dans les variétés F1, il y a des variétés qui sont carrément du transgénique maintenant, hein. Parce qu'ils ont contourné, parce que l'OGM tel qu'il existait, était déposé. La forme de fabrication, hein, je veux dire. Et du coup, celles qui sont nouvelles, ben, ils ne les déclarent pas, ils les mettent en F1. Mais on sait qu'il y a des variétés F1 qui sont des OGM. Et on sait qu'il y en a, mais on ne sait pas lesquelles, parce que c'est pas marqué dessus. Très bien. Vous, là, si vous aviez une petite baguette magique si vous pouviez changer quelque chose là dans l'agriculture pour que ça aille dans votre sens, qu'est-ce que vous feriez si vous étiez aux manettes? Oh, bah, j'ai pas envie d'être aux manettes, je préfère être à la base, hein. Voilà, bah, moi, j'ai travaillé sur les semences pendant le temps, je fais des formations pour les semences, et maintenant, grâce aux formations qu'il y a eu dans ma région, on a des groupes d'autoproduction de semences. Et ça, c'est du concret, c'est pas de la politique, on n'a rien demandé à personne, même quand c'était illégal, eh ben, même c'est toujours illégal d'ailleurs quand on s'échange nos semences, mais on le fait. Super, bah, c'est un très bel appel à l'action. Je vais regarder, Ouais. alors, il y a des gens qui demandent en ligne quel est votre site internet. Moi, je pense que si vous voulez, via le programme Réaction, je pense que toutes et tous, on est tous de ce programme. Moi, je peux centraliser les commandes et aller acheter un gros, gros, gros paquet de semences à la ferme. Et à la fin du confinement, je dois sans doute, pour des raisons pro, aller à Paris. Je pourrais Oui. faire une petite distribution de semences pour les Parisiens. Et pour les Bourguignons, en gros, c'est à côté de la ville de Nolay. Et votre ferme auberge s'appelle La Chaume des Buis, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Et vous avez un site internet que je vais essayer Non, de on a, mettre sur le. ah bah, il y a un site internet pour la ferme Auberge, oui. Ouais. Est-ce que vous faites de la vente de semences par correspondance? Non, non. Non, non, Mais, parce que là, c'est un travail où il faut du personnel, il faut une super gestion, c'est très compliqué là. Et puis nous, alors, oui, pardon, on a non, toujours non, été mais habitués, allez-y, nous, allez-y. à la vente directe, à avoir le contact avec les gens, parce que les gens, ils viennent pas chercher que des semences, ils viennent chercher des conseils, des renseignements, des conseils de culture, des renseignements sur les variétés. Et ça, on y tient, moi. On est toute la famille, là, on aime bien le contact aussi. Hmm. Et là, il y a des gens, ils disent, ah oui, mais nous, on est à Nantes. Est-ce que vous connaissez peut-être des gens des gens un peu sérieux et engagés comme vous qui font de la semence à Nantes? Non. Par Euh, contre, sur Paris, moi, j'ai un collègue qui est pas loin d'Auxerre et qui monte souvent à Paris. Bon, il y allait dessus des fois, donc pour l'instant, il ne monte plus. Et moi, j'y suis monté avec lui au premier salon Permae. Et on était là-bas avec les semences, à La Villette à Paris. Ok, super. Et bon, bah, en tout cas, n'hésitez pas, on Bah, va lui, partager sur le. ouais, je peux donner son adresse, c'est la ferme des Torrents. Ok, super. Il a un site et voilà, il a des graines de chez nous, il a des graines à lui. Et, voilà, il est dans le réseau. Et il est plus près de Paris, quoi.
Alors, il y a Anne qui pose une question, mais j'ai pas exactement, je suis pas sûr de bien comprendre. Est-ce Ah, que, j'entends plus. Oui. c'est parce que voilà, parle plus, il y a quelqu'un qui a posé une question, mais je suis pas sûr de bien comprendre. Ah oui. Et comment, il y a Chloé qui voulait savoir comment on devient semencier. Est-ce qu'il faut suivre une formation? Ah ben, c'est préférable parce qu'il faut savoir quand même comment se comportent les espèces dans la nature, savoir comment elles sont fécondées, si c'est les insectes, si c'est par le vent, si elles sont autofécondes, parce qu'après, il y a des distances à respecter pour pas que les variétés se mélangent. Et notamment qu'elles ne se mélangent pas avec des variétés de voisins qui pourraient avoir des variétés F1, justement. Ok, ouais. Donc, Donc il y a des. donc, c'est un protocole vraiment très précis par rapport à différents selon les espèces. Et où est-ce qu'on peut se former? Pardon? Où est-ce qu'on peut se former? Ah ben, moi, je fais des formations. J'en ai fait un peu partout. Bon, surtout oh, bah oui, plutôt dans l'Est quand même. Et puis en Île-de-France, j'en ai fait aussi, mais plutôt pour les pros. Mais ça m'arrive d'en faire pour des associations aussi. Soit ils viennent sur place, soit je peux me déplacer aussi. Ok, ça dure combien de temps? Alors moi, j'ai fait sur 2 jours parce qu'on fait de la pratique et on fait des fécondations manuelles. Et impérativement, ça se fait sur 2 jours. Ok, super. Ouais, Génial. voilà. Moi, ceux qui Euh, veulent rentrer en contact, ils rentrent en contact avec moi directement et voilà. Pas de souci. Il y a Anne, du coup, qui a reformulé sa question. Est-ce qu'il y a une asso ou un site internet qui recense les semenciers bio en France? Parce qu'elle voudrait trouver pour acheter directement à côté de chez elle. Ah bah, de toute façon, normalement, sur l'agence bio, on trouve tous les bio, normalement, sont inscrits sur l'agence bio. Et Ok, du coup, vous allez trouver les semenciers, il y a Germinance, Biogerm, SM Bio, bah, Agrosmans, on en a parlé tout à l'heure, Cocopelli, voilà, qui sont en bio. Et super. d'autres, hein, il y a Del País aussi qui est plus dans le sud. Et puis j'en oublie peut-être, hein, il y a des petites boîtes qui existent maintenant qui sont en bio aussi. Génial. Il y avait aussi, je crois qu'il y a Longomai qui a sorti un DVD, enfin un coffret de 4 DVD pour apprendre à reproduire ses semences. Vous pouvez le Oui, commander directement sur le site de Longomai si vous voulez. non, je crois pas qu'ils vendent par correspondance, hein. Ah zut, bon, bah, pas de Non, chance. non. Bah, Mais par je contre, peux le prêter, moi. ouais, je connais le DVD parce que j'ai participé. Ah ok, super. Oui, ouais, je connais bien Longomaille. Et ils font pas de vente de semences, hein. Ils vont sur les foires, ils font des dons de semences, des échanges, des choses comme ça, mais je crois pas normalement, ils commercialisent pas les semences. À moins qu'ils aient changé, mais dernière nouvelle, non. Très bien, très bien. Alors, peut-être ça va être le moment de. On arrive aux 45 minutes. Est-ce que peut-être en ligne vous avez des dernières questions? Et sinon, monsieur, est-ce que éventuellement vous pourriez nous, parce qu'il y a plein de gens, ils sont confinés, ils n'ont pas vu un joli paysage depuis un petit bout de temps. Est-ce que vous pourriez nous faire visiter un petit peu votre ferme? La femme de ma fille, oh bah oui. Donc là, on est en train de préparer pour planter, Ouais. hein, parce que nous, on est à 550 mètres, donc on commence seulement de planter dehors. C'est même tôt. Mhm. Mais bon, vu l'époque, vu le climat actuellement, on est obligé parce que les tomates poussent trop vite. Nous, tous les plants sont faits en tunnel et puis tout est planté à l'extérieur. On ne fait pas de tomates en serre. Ok, Voilà, là, donc on a. juste pour info, là, on voit pas le paysage, on vous voit vous là, hein. C'est comme ça. Ah, voilà, exactement. Là, on voit bien. Voilà, là, c'est la vue qu'on a depuis le jardin, là. Avec mes petits-fils qui sont là. Voilà, ma fille est là-bas avec mon gendre. Et là en bas, on voit les cochons. Vous les voyez, les cochons, là? Ouais, bah, ils sont moins confinés que pas mal de Parisiens. Ils ont beaucoup plus d'espace même, hein. Ah bah oui, ils sont dehors, hein. Et ils sont tranquilles, hein. On peut aller les voir si ça vous intéresse. Je descends vers Bah, eux. si la connexion marche encore, ça peut être intéressant. Mais du coup, c'est assez intéressant le côté polyculture, donc des plantes, des Ouais, ouais. animaux. Oui, nous, on fait des rotations sur les parcs à cochons.
Et le but, c'est d'arriver à 0 intrant. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est que des rotations? Mais en fait, on fait, voilà, on met les cochons une saison, à 12 à 15 mois sur leur parc, et après, on cultive dessus. Ok. Et comme ça, il n'y a pas Donc, besoin d'engrais. voilà, exactement. Donc, sur la 4e année, la mise en culture du premier parc. Mhm. La 3e année s'est passée sans problème. Et du coup, moi, j'avais prévu au début de faire 3 ans, et puis du coup, on fait un essai sur 4, on va voir. Et voilà, c'est un mode de culture. Nous, on fait aussi pas mal de cultures, là, ce qui était cultivé l'an dernier, par exemple. On ne retravaille pas le sol. On va replanter exactement où c'était. Ok. Et Quand vous dites c'est vous la travaillez pas 4e. le sol, c'est-à-dire que vous passez pas Non, de stock de charrue, quoi. Vous retournez pas. de toute façon, on faisait plus de labour depuis longtemps, mais on travaillait le sol en surface quand même. Mais là, du coup, on fait plus de travail du sol du tout. Sauf ce qu'on met en culture. Là, ce qu'on met en culture, là, on travaille. Et puis après, les parcs à cochons, on est obligé parce que c'est un peu un champ de mine. Ah bah, je vais arriver vers le premier parc, là. Ok. Et Ça marche alors, c'est toujours? intéressant, c'est que sur ce côté un peu résilience, variété, du coup, vous n'avez pas des espèces pures de cochons, vous laissez tout le monde Ah se bah non, mélanger et vous dites c'est ah, plus résilient. ah bah non, oui, oui, on n'a que du croisement. Allez, voilà les pépères. Ah, ils sont pas stressés, hein. Non, 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 non. Et ils ont Ben, pas peur, ils aiment bien nous voir de près. ouais, ouais. Je viens régulièrement, pour petite info, je viens régulièrement les voir, moi, et ils sont très sympas. Ils sont très curieux. Oui, oui, mais les cochons, quand ils sont en bonne condition, c'est sympa, hein. Ça Alors n'a que, rien à voir avec les élevages industriels, hein, c'est clair. ouais. Quels sont est-ce que vous pourriez décrire un peu, c'est quoi la différence entre vous, là, ce que vous proposez, et les élevages industriels, les cochons dans l'élevage industriel? Je ne sais pas si peut-être les gens ont. Bah, élevage industriel, ils sont enfermés, ils voient jamais la lumière de leur vie. Ils sont sur des calebotis. Alors, je ne sais plus combien ils sont, combien de mètres carrés ils ont chacun, mais c'est petit par rapport au nombre de cochons. Ça n'a rien à voir avec ceux-là qui sont dehors. Ouais. Et puis voilà, puis ils sont engraissés très très vite. Nous, des fois, on les voit à l'abattoir quand ils en amènent en même temps que les nôtres. Ben, c'est n'importe quoi. Et les pauvres bêtes, ils ont même du mal à marcher parce qu'ils n'ont jamais couru dehors ni rien. En plus, ils sont hyper stressés parce on les sort de leur milieu clos d'un seul coup. Alors que nous, les nôtres, ben, pour les emmener à l'abattoir, ben, on les fait monter dans la remorque, ils montent tout seuls, on leur met à manger dedans et c'est eux qui décident, hein. Ok. Il y a une question qui demande comment vous les nourrissez, les cochons? Alors, on les nourrit, ben, tiens, voilà, là, il y a justement là, le reste de ce matin ici, là. Là, c'est des côtes de bêtes qui sont en fin de culture, du coup, on leur donne, parce qu'ils aiment beaucoup la verdure. Tiens, voilà, les petits. Ils mangent des côtes de bêtes? Ouais, ben, ils mangent toutes sortes de légumes. Voilà, les derniers arrivés, là. Ah, ils sont pas stressés, hein, les petits, là. C'est rigolo parce que ouais, on a plutôt l'image dans les élevages industriels où ils mangent du soja brésilien et ici ils mangent des légumes bio, quoi. Ouais, ouais, on leur donne. Autrement, on récupère aussi à Chagny la drèche, c'est ce qui reste après la brasserie. C'est une brasserie bio, hein, donc on n'a pas de souci. Et Chagny, pour nous, c'est à peine un quart d'heure, hein. Et autrement, on leur donne aussi un petit peu de farine de céréales, de pois. On prend une boîte ici, pas très loin de chez nous, dans l'Ain, et qui fait de l'aliment bio pour les élevages comme nous, en complément. Et puis là, bah, ils mangent de l'herbe. Pour l'instant, il y a plein d'herbes, hein. Ils aiment bien, hein. Super. Eh ben, Ils sont curieux, ouais. là, ils veulent participer à la réunion. Bah, ils passeront à la postérité. Euh, et ouais, en plus, ils sont très bons. J'en ai mangé un petit morceau avant-hier. Ah, bah, c'est bien. Ah bah, ils Donc, courent dehors, ils mangent bien, ils sont pas stressés, ça fait de la bonne viande, hein, c'est clair. super. Eh ben, en tout cas, monsieur, merci beaucoup pour cette visite. Je pense que là, il y a plein de gens qui ont des petites étoiles dans les yeux de savoir que ce genre de ferme existe encore.
Merci aussi pour toutes vos précisions sur les semences, sur l'agriculture, sur la solidarité, sur ce que nous aussi, citoyens, on peut faire. Moi, je vais repasser dans pas trop longtemps parce que je vais venir me Ouais, promener vers chez vous. Et, oui, oui. euh, et voilà, donc cette émission a été enregistrée, donc je pourrais vous montrer la vidéo. Ouais. Merci à y a tous les gens, vous ne pouvez pas voir, là vous êtes sur le téléphone, mais il y a tout le monde qui vous remercie pour avoir présenté votre travail et avoir partagé vos savoirs. Et je vous remercie les nombreuses participants et participants d'avoir posé des questions et d'avoir joué le jeu. Oui. Et je vous dis à toutes et à tous à bientôt. À bientôt. Au revoir. Et ah Au oui, revoir. juste pour la petite Oui. information, pour celles et ceux qui n'étaient pas là au début, Mathilde, qui était participante à la première promo de réaction, elle est en ce moment dans les champs en train de planter des Elle est tomates là-bas. Ouais, elle est là, Karine. Je ne sais pas si vous l'avez vu quand j'ai fait Voilà, un donc il y a petit des jardin participantes. avec Karine. Ouais. Il y a une participante de réaction là qui est en Hmm. train de passer la main là sur les tomates. Ouais. Elle se plaît Voilà. bien ici, ça va. Ouais, elle est très heureuse, d'après ce qu'elle m'a dit Hmm. hier soir. Ah bah c'est bien. À bientôt. À bientôt. Au revoir.